Avril 1994, l'innommable s'abat sur le pays des mille collines, le Rwanda. La barbarie humaine a dépassé les limites de l'entendement. La machette et les gourdins sont devenus des armes absolues. Bien des années après, les rescapés continuent d'enterrer les dépouilles de leurs familles dans la dignité. Les survivants de ce déni de l'humanité sont nombreux au Rwanda et partout dans le monde. En avril de chaque année, ils commémorent leurs familles et leurs amis. Malgré le traumatisme subi, ils ont pu se relever. Ils nous relatent leur calvaire pour que nous sachions que quelles que soient nos souffrances, nos doutes ou nos échecs, nous pouvons choisir de nous relever et vivre pleinement. Ils nous invitent à nous battre pour cette vie que nous avons reçue. Survivants, direz-vous? Non, ils sont vivants. Marie a repris goût à la vie. Elle travaille aujourd'hui comme employée à l'Agence des médicaments et des produits de santé dans l'administration belge. Son calvaire commence le 29 octobre 1990. Elle est arrêtée et menottée alors qu'elle est enceinte de 8 mois et demi. Quand tu es une femme enceinte, tu te crois dans une forme de protection, que personne ne peut oser venir te mettre des menottes et t'envoyer en prison. Je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse m'accuser de quoi que ce soit. Tout au long de son parcours de prisonnière, elle considérait son fils Patrick, né en prison, comme un ange protecteur. Pendant toute la période où j'étais dans le système carcéral, il n'a jamais été malade. À la libération de Laurent Guéry, quand on courait, il ne pleurait pas. Il n'a jamais pleuré. J'ai fait l'erreur de prendre la route vers Gisenyi. Et là, avec mon frère, donc Célestin, on a dormi une nuit chez un collègue zaïrois. Et le lendemain, on a été assaillis par des villageois, équipés de massues. En fait, ils sont tombés tous sur nous. Et en même temps, il y a la camionnette du bourgmestre de Mukingo à cette période qui ratissait les endroits et qui est arrivé à notre hauteur. Moi, j'ai reçu un coup de massue sur l'épaule et puis on nous a mis dans la benne. Mais dans la benne, il y avait déjà des professeurs de Sogo qui avaient été ramassés à gauche, à droite, mais qui avaient déjà leur tête avec les blessures qu'on voyait que c'était déjà un peu séché de sang parce qu'ils avaient été battus. Et là, on nous a conduits sur le parking de Mukingo. Après la mort de son frère Célestin, elle sera conduite à la prison de Nyanza, dans le sud du Rwanda. À Nyanza, elle accomplira un geste d'une grande importance pour son fils Patrick. J'ai fait un geste, mais je suis convaincue de ça. J'étais convaincue. Dans le fond de la salle où on était, il y avait un genre un robinet. J'ai pris l'eau, j'ai baptisé Patrick. Tu sais, je l'ai baptisé. Ensuite, Marie est de nouveau déplacée. Elle est amenée à la prison de Kigali, d'où elle sera plus tard libérée. Quelque temps après, son fils Patrick décédera suite à une forte fièvre. À la même époque, pour des questions de sécurité personnelle, Marie recherche l'aide pour quitter le Rwanda. Elle se retrouvera en Belgique grâce à ses contacts professionnels. Il y avait beaucoup de personnes qui disparaissaient les nuits. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient tuées. Et ça, personne n'en parle. Il y avait beaucoup de personnes... En fait, il y avait déjà une liste bien déterminée parce qu'on nous avait déjà mis sur les listes. Et je me suis fait aider par les personnes parce que je travaillais dans un projet de rwandaise et je suis arrivée ici. De 93 à 98, j'étais dans
dans les compréhensions de deux côtés. J'étais nulle part, j'avais pas de racines, j'avais pas de soutien réel. J'étais démunie de tous les côtés en fait. Pour tenir debout, Marie nous parle de ce qu'elle appelle le devoir de tout survivant. Elle repartira au Rwanda en 1998 à la recherche des dépouilles de sa famille. J'ai retrouvé les dépouilles, parce qu'il y a une partie donc on les a tuées dans la maison a été abattue et puis on les a trouvées dans une forme de rigole dans le fond, entremélangées, tu ne savais pas qui est qui. Les personnes que j'ai su enterrer, c'est ceux qui ont été tués sur place chez nous. En enterrant dignement ceux qu'elle a retrouvés, ce geste aura un effet important sur son avenir. J'ai fait le choix de continuer à vivre en fait, de me battre pour cette vie qui m'a été donnée et que j'ai été confrontée à la mort une fois, deux fois, trois fois. Je me retrouve maintenant survivante toute une famille. Donc quelque part, c'est pas moi qui me donne cette responsabilité. J'ai cette responsabilité de rester en vie et de me battre, non seulement pour moi, mais pour eux et pour leur mémoire. Pour moi personnellement, les gens que j'aime, tant que j'en parle, ils vivent. Donc, je suis restée pour ça. Et pour les vies à venir aussi. Dans son processus de guérison, Marie a écrit le livre « Retour à Muganza » qui relate toute son histoire et qui lui a permis de mieux la regarder en face. Ça m'a permis d'exprimer tout son vécu sur papier. C'est comme enlever de moi tout son vécu et le mettre sur cette table-là et de le voir en face. Et toute personne qui lit ça, il comprend plus ou moins que c'était pas seulement les Noirs qui se sont entretués, que c'était un génocide. Nous avons profité de la foire du livre de Bruxelles pour rencontrer son éditeur, Gérard Adam, qui a été une personne importante pour oser exprimer certaines blessures qu'elle ne parvenait pas encore à confronter. Ce qui est très important pour moi et pour un lecteur éventuel dans le livre de Marie, c'est que ce n'est pas une simple histoire du génocide. D'abord parce que sa propre histoire, le plus dur de son histoire, c'est quand même 4 ans avant le génocide, en 1990-1990, on dit ici, et que, à travers son histoire, on montre très bien que ce génocide était préparé, et surtout prévisible. Mon regard par rapport à Marie n'a pas changé, mais c'est vrai que ce qui a changé, c'est mon regard par rapport à la proximité, dans la mesure où quand on voit les infos, on est un peu bien au chaud chez soi dans le canapé, et c'est vrai qu'on se dit que c'est à des milliers de kilomètres que se passe le drame, et en fait, voilà, un livre sort et on se rend compte que notre collègue a vécu ça, donc c'est ce regard-là qui a changé. Le fait de connaître la personne qui a écrit le livre, ça rend toute l'histoire différente que quand on le voit à la télé ou qu'on lit dans les journaux. Ça donne une autre vue sur le problème. Mais par rapport à Marie, elle est toujours aussi gentille et il n'y a pas beaucoup qui a changé, sauf que maintenant on parle aussi du problème beaucoup plus qu'avant. C'est quelqu'un qui rit tout le temps, qui est toujours... je suis persuadé que le rire pour elle fait la bonne humeur est pour elle une façon de bien vivre. J'étais vraiment bien touchée par l'histoire de Marie et je peux te dire que j'approuve aussi, j'appuie sur vraiment son courage de vraiment surmonter tout ça et on a vraiment besoin de nos jours des personnes comme ça.